En direct du studio Tennis Giant au Parc Jarry, Alex Réjabal en votre compagnie, Hugues Léger à mes côtés. Bienvenue à ce café OBN pour ce mardi. Une autre journée à l'Omnium Banque Nationale. On a eu une journée remplie hier, mon cher Hugues. Autant du côté de Montréal que du côté de Toronto. On va parler de ce qui s'est passé avec Eugénie Bouchard parce qu'on a eu une soirée magique, comme tu aimes bien le dire. Et on va faire le résumé de ce qui s'est passé du côté canadien. Et on va regarder ce qui s'en vient pour la journée à venir. Mais avant, Hugues, comment vas-tu? Comment te portes-tu, mon cher ami? Très bien. Beaucoup d'émotions hier soir. Alex, Eugénie nous en a mis plein la vue. Je pense qu'elle a surpassé les attentes de beaucoup de monde hier. C'était vraiment agréable de voir sa manière de jouer en gagnante, tout en attaque. Et c'est pas pour tout de suite la retraite. Il y a un deuxième match qui s'en vient contre Bencic. As-tu séché tes larmes? As-tu pu reprendre tes émotions? On t'a vu pleurer en direct. Émotif de cette victoire. Je pense que j'étais pas le seul qui avait un peu les larmes aux yeux hier parce qu'on sait, bon, qu'est-ce qu'elle a eu comme carrière, comme haut, comme bas, puis d'arriver avec cet effort hier, c'était vraiment un moment spécial. Donc oui, je remets mes émotions, mais c'est une soirée marquante pour moi. On va y revenir un peu plus en détail un peu plus tard. Je veux qu'on regarde ce qui s'est passé avec les autres joueuses canadiennes. Carson Renstein qui a terminé la soirée. On savait que ça allait être compliqué contre Maria Sakkari, mais quand même une belle performance, 3 matchs. Ah oui, c'est pas assez proche. Écoute, à 5-5 dans le troisième, Sakkari n'était pas confortable. Ça s'est joué vraiment à peu de choses sur deux coups, 2 balles très serrées en plus. Donc finalement, Carson s'incline 7-5 au troisième set hier. Mais elle sait qu'elle peut compétitionner avec les meilleurs depuis Wimbledon et ça continue. Je pense qu'elle a gagné beaucoup de confiance depuis un mois. Ouais, elle n'a pas à rougir de sa performance contre une fille qui a été au top du tennis pendant quelques années quand même. Là, très haut dans le top 10 pendant un bon petit bout de temps. Alors c'est une bonne performance. Ça peut sortir avec le sentiment du devoir accompli pour Carson Renstein. Il y avait également Ariana Arsenault. On avait suivi son frère la veille. Une belle histoire du côté de Toronto. Elle affrontait Naomi Osaka. Elle avait tout un défi avec l'ancienne numéro 1 mondiale. Mais je pense que personne ne s'attendait à l'avoir remportée. Mais elle aussi peut sortir fière de sa performance. Oui, une première manche quand même bien accrochée. C'était encore une fois une belle histoire. Ce duo frère-sœur avec Nicolas à Toronto. Donc Ariana, très belle performance aussi hier. Elle était toute rayonnante en conférence de presse d'après-match, donc elle peut être fière de son match. Elle a pris de l'expérience aussi contre une des anciennes numéro 1 mondiales. Parlant de Toronto, Hugues, Alexis Galarneau a remporté une première victoire dans un tableau principal d'un tournoi ATP. Je pense que, je sais pas si tu as vu la réaction de la famille en photo, là, assez spectaculaire. Il y a beaucoup de fierté du côté du clan Galarneau. Tellement heureux pour Alexis. On le connaît bien, toi et moi. On sait les sacrifices qu'il fait, puis à quel point c'est dur quand on est autour de la 200e place mondiale de payer pour jouer au tennis, en réalité, parce que c'est ça. Il fait pas d'argent quand il joue à ce niveau-là. D'engranger des points en Masters 1000 pour Alexis, c'est un moment pivot dans son année. C'est ce que je disais hier dans l'émission de fin de journée. Donc, très, très content pour Alexis. Et il a gagné son ticket pour affronter le gagnant de l'an passé, Alexis Popyrin. Et moi, c'est un match-up qui m'intéresse. Je pense qu'Alexis a encore des chances de poursuivre. Ouais, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer du côté d'Alexis Galarneau, mais c'est Nicolas Arsenault qui va affronter Popyrin. Oh, c'est Nicolas Arsenault, désolé. mais on y reviendra un peu plus tard du côté de Toronto. Bon, je te disais qu'on a parlé d'Eugénie, tu en as parlé avec Valérie Tétrault un peu plus tôt dans une entrevue qu'on va vous présenter. Je veux savoir comment tu as vécu le match d'abord et avant tout, toi, hier. D'Eugénie, ben écoute, je l'ai vécu de manière personnelle parce qu'on la connaît depuis longtemps. Quand elle avait gagné Wimbledon Junior, j'avais appelé Eugène Lapierre un dimanche après-midi pour lui dire « Est-ce que Eugénie va jouer à Granby? » Il m'a dit « Je suis pas certain, mais je pense que oui. » J'avais dit « Eugène, est-ce que tu permettrais à TVA Sport de diffuser le match? » Il dit « Je te donne la licence si vous faites la production. » J'étais DG de TVA Sport à l'époque. On l'a diffusé. Eugénie a gagné le tournoi et a fait des superbes codes d'écoute. Fait qu'on a un peu participé à son éclosion d'un point de vue média, télévisuel. Donc Eugénie, je la suis depuis le début. Donc je me sentais impliqué personnellement un peu dans ce que je voyais hier soir. Est-ce que sa performance t'a surpris au niveau tactique et forme physique?
Tactique, non. Ils ont fait le bon choix. Ils jouaient contre une joueuse plus de terre battue, style contre-attaque, relance. Eugénie devait être en mode attaque hier, mais je suis étonné du volume d'attaque. Dès qu'elle avait une chance, elle montait au filet. Elle a eu beaucoup de volets compliqués en milieu de terrain, ce qui l'a fatiguée en fin de deuxième manche. Mais c'était la bonne stratégie. Elle l'a tenue jusqu'à la fin. Le petit break entre le deuxième et le troisième set pour faire un petit reset a été payant pour elle. Et je pense que la foule l'a portée jusqu'à la ligne d'arrivée hier. Tu en as parlé en détail également avec Valérie Tétrault. Tu as fait également un bilan de ce début de tournoi dans cette nouvelle mouture. Voici ce que ça donne. Ouais, bonjour Valérie. Bonjour Hugues. Parle-nous un peu des premiers jours, soirée émotive hier avec Eugénie qui nous en a mis plein la vue. On a eu une de ces soirées magiques de début de semaine à l'Omnium Banque Nationale. Parle-nous des premiers jours, là. Honnêtement, depuis l'annonce d'Eugénie, comme quoi le tournoi à Montréal allait être son dernier tournoi, je pense que tout le monde, on se préparait en tout cas à vivre quelque chose, à vivre des émotions et clairement, on n'a pas été déçus. Je me promenais en début de match avec mon espèce de scénario pour la cérémonie qui devait suivre le match, mais en espérant justement pas avoir à l'utiliser tout de suite. Donc, je l'ai mis au bac à recyclage pour l'instant, puis on le ressortira pour une autre journée, mais toute une performance. Je pense que Eugénie elle-même l'a dit sur le terrain. On avait l'impression, en fait, de retrouver la Eugénie des beaux jours, surtout de la manière, je trouve, qu'elle s'est battue. Elle est allée puiser loin quand même dans ses ressources. Puis pour l'avoir vue après le match, elle était fatiguée, pour ne pas dire épuisée. Mais au final, elle a été portée aussi par l'énergie de la foule. Je pense que c'était une bonne décision de décider d'aller peut-être faire le vide un petit peu entre la deuxième et la troisième manche. Ça lui a permis de peser sur le bouton reset en bon français, repartir. Et c'est une grosse victoire pour elle. Et là, je pense qu'on sent encore plus la frénésie tennis à Montréal. Oui, ça sera que du bonus qui s'en vient pour la suite. C'est Bencic au premier tour. Parle-nous un peu, ancienne joueuse évidemment, de la stratégie. Moi, j'ai beaucoup aimé la stratégie d'attaque que Eugénie a amenée sur le terrain, sûrement concoctée avec Sylvain Bruno. Parle-nous un peu de son approche stratégique au match. Personnellement, je ne connaissais pas beaucoup Arango. Je voyais bien que c'était une joueuse de terre battue de par ses résultats qui avaient été franchement meilleurs sur surface lente que sur surface rapide. Et c'est là qu'on se disait peut-être qu'Eugénie a une chance. Et donc, c'était la bonne stratégie que d'essayer de jouer tôt, d'être celle qui contrôlait les points parce qu'au final, on l'a bien vu avec son adversaire, ratait pas beaucoup. Et elle, son but, je pense, c'est que ça devienne une bataille très, très physique, de garder Eugénie le plus longtemps possible dans les points. Et donc, Eugénie n'avait pas le choix de se forcer finalement à jouer vers l'avant. On l'a vu souvent venir intercepter des balles à la volée. Je pense qu'elle aurait aimé avoir un taux de réussite encore supérieur. Parfois, manquer un tout petit peu dans la finition. Beaucoup de coups avant de terminer. Exact. Alors, tout ça, ça vient aussi, c'est sûr, avec cette expérience, cette confiance de jouer beaucoup de matchs qu'elle n'a pas parce qu'elle a joué à peine des tournois de tennis dans les derniers mois. Mais au moins, elle a eu le courage de le faire et c'est ce que je salue et c'est ce qui lui a permis aussi d'aller chercher la victoire au bout du compte. En tout cas, il y avait beaucoup d'amour sur le central hier, c'était beau à voir. Revenons un peu sur le week-end de la famille. Premier week-end, évidemment, premier tour, un dimanche qui est une première aussi. Beaucoup de joueuses canadiennes, beaucoup de succès aussi. Parle-nous un petit bilan déjà du premier week-end de la famille. Tu fais bien de le mentionner par rapport à l'horaire parce que, honnêtement, je suis toute mêlée dans mes journées. Là. Mais c'est la première année qu'on se laisse la chance de vivre le nouveau format, le nouvel horaire. Et donc, ça nous donnait un week-end de la famille drôlement intéressant, mais différent de ce à quoi on a été habitués, avec effectivement en plein milieu finalement du week-end de la famille, le début du tableau principal. De super résultats. On a eu environ 60 000 personnes sur les séances de samedi et dimanche. Pour vous donner une idée, là, notre année record, on était à 65 000 personnes pour le week-end de la famille, mais sur 3 jours. Donc, c'est très bien. Il faisait chaud, mais je pense qu'on a vu que ça en prend plus pour décourager les Montréalais de venir voir du tennis. Et puis, au final, le week-end de la famille s'est fait justement pour venir
en profiter pour venir peut-être découvrir aussi le tennis, introduire ce sport-là à de jeunes enfants, les inspirer. Et j'ai l'impression qu'on a pu accomplir ça dans ces 2 journées-là. Ouais, comme chaque année, le site est magnifique. Il y en a vraiment pour tout le monde. Le volet ludique, le volet sportif, là, c'est vraiment cool. Ça se poursuit aujourd'hui avec les Canadiennes. Leila Fernandez qui rentre en action, forte de son titre à Washington, 4e titre en carrière. Leila qui m'impressionne toujours après sa bataille contre Rybakina en demi-finale, remporte haut la main sa finale. Ouais. Elle arrive ici fraîche comme une rose hier matin à 9h pour une activité sur le terrain. Comment ça, est-ce qu'il y a déjà un petit bot autour de Leila? Clairement. Dès qu'on a annoncé en fait qu'elle allait jouer dans la séance de jour, on a vu pas mal de billets commencer à se vendre. Et ça m'a vraiment surpris de la voir hier matin parce qu'elle est arrivée à 1h30, 2h du matin à l'hôtel. Ouais. Mais pour elle, étant donné que c'était une clinique de tennis qui était organisée par sa fondation. Donc par sa mère, il y avait l'implication aussi de ses sœurs. Elle tenait à y être. Et elle a été généreuse. Elle n'est pas passée en coup de vent pour à peine prendre une photo. Elle prenait le temps avec les jeunes et honnêtement, c'est ça, Leilani Fernandez. C'est pour ça qu'on dit que c'est tellement un beau modèle pour les jeunes. On le sait, le plus gros défi pour elle, j'ai l'impression qu'il est physique dans le sens où elle a enchaîné beaucoup de matchs et même il y a le tournoi de Washington, là, mais avant ça, là, si on regarde un peu son calendrier, elle a joué énormément de tournois. Donc, beaucoup de voyagements. Et ce que son père un peu me confiait, c'est que même au début du tournoi de Washington, elle commençait à sentir une certaine fatigue. Ouais. Cela dit, elle joue bien, elle arrive ici en pleine confiance, elle espère pouvoir continuer de bâtir sur ce qu'elle a mis en place la semaine dernière. Et c'est là où je pense vraiment que la foule peut faire une différence. Il y a 2 ans, on l'a bien vu, je pense, dans certains de ses matchs. Donc, j'espère que ce sera suffisant finalement pour compenser peut-être pour la fatigue. Bianca Andreescu, as-tu un petit update médical? Je la vois toujours sur le tableau de double, donc elle est sur l'horaire, donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles? Alors, Bianca a décidé de se retirer du double, donc le laisser-passer en double est allé à une autre équipe. Je pense que c'était le bon choix dans les circonstances. La bonne nouvelle, c'est qu'au début, autant on craignait pour peut-être quelque chose de plus grave. Il n'y a pas de fracture. Maintenant, tout est à voir comment elle se sent ce matin. On veut se donner le plus de temps possible. Mon impression, c'est qu'elle va y aller, elle va l'essayer. Je pense que, avec un bon bandage, reste à voir après ça le niveau de douleur, le niveau de confort. Mais si au moins elle peut être rassurée comme quoi il n'y a pas de risque finalement d'empirer la blessure, pourquoi ne pas essayer? D'accord. Bon, on a bien hâte de voir Bianca. En terminant, petite prévision pour le reste du tournoi. Beaucoup de grandes joueuses vont entrer en action bientôt. Je pense au Coco Gauff, Swiatek et autres. Comment tu vois les prochains jours? À date, je veux dire, je regarde le tableau, puis c'est franchement extraordinaire. Je pense qu'on est choyé à Montréal parce que, dans les matchs de premier tour, on avait tellement de Canadiennes que ça nous donnait une programmation qui était peut-être un peu plus intéressante du côté féminin même que du côté masculin. Et là, c'est vrai, c'est l'entrée en scène des grandes têtes de série. Juste le programme de demain, je veux dire, on aura un match entre Pegula et Sakkari. On aura l'entrée en scène. Un beau deuxième tour. Oui, quand même. Iga Swiatek et bref, j'ai hâte de voir comment les histoires vont continuer de s'écrire. Il y a plusieurs de ces têtes de série-là qui sont arrivées tôt, donc bonne préparation du côté de Montréal et je pense que ça démontre aussi le désir d'aller jusqu'au bout. Elles ne sont pas ici juste pour préparer leur US Open, elles sont ici pour aller chercher un titre 1000. On sera là, on est là tous les jours avec Café Aluminium Banque Nationale. Merci beaucoup Valérie. Merci à toi. Merci une fois de plus à Valérie Tétrault. Excellent travail, mon cher Hugues. Regardons maintenant ce qui s'en vient du côté de la journée ici, autant à Montréal que du côté de Toronto. Je regardais hier l'horaire quand elle est sortie. En bon français, c'est jam-pack. Oui. C'est un line-up
de fou aujourd'hui. En début de journée, 3 Canadiennes qui vont en mettre plein la vue. On a Rebecca Marino, toujours une des préférées de la foule. Leila qui va faire son entrée en scène et Bianca Andreescu dans un match absolument popcorn. Commençons avec Rebecca Marino. Tu t'attends à quoi de son côté, la Canadienne qui, peut-être joue déjà un match bonus? Là. On en parlait, oui, tout à fait. Hein, deuxième tour de WTA 1000, c'est excellent pour Rebecca. On en parlait avant d'entrer en ondes. Tu me disais tous les matchs entre Rebecca et Navarro ont été en 3-7. Donc, elle peut poser des difficultés à Emma Navarro, quand même une des tops au monde, qui est 8e favorite ici à Montréal cette semaine. Donc, pourquoi pas Rebecca, encore un 3-7. Elle aime bien jouer ici. La surface lui convient bien. Ça va être un match intéressant. Leila va jouer contre Joint, qu'elle connaît bien parce qu'elle l'a affronté pas plus tard que la semaine passée à Washington. Maya Joint, une Australienne. Donc, oui. Puis je disais hier, Leila, qui est un peu superstitieuse, entreprend le tournoi de Montréal comme celui de Washington. On sait comment ça s'est terminé à Washington, donc souhaitons qu'elle soit dans de bonnes dispositions. Puis je pense que malgré le voyage, la fatigue d'une longue semaine, la dernière, elle va être en forme, Leila, pour son match aujourd'hui. Ouais, ça pourrait jouer peut-être contre elle parce qu'elle a voyagé très tard en revenant de Washington. Hier, elle avait des activités médiatiques assez tôt. Elle en a parlé dans sa conférence de presse où elle a dormi que 2-3 heures. Et là, elle joue relativement tôt dans la journée. Oui. Je pense que ça pourrait être un facteur. Mais en même temps, peut-être qu'elle sera contente de se mettre les pieds dans le tournoi rapidement. Oui, puis on sait que Leila, avec son père, Auré, travaille très très fort sur le physique. Donc, puis c'est un petit gabarit, c'est moins taxant physiquement. Donc, je pense qu'elle va être quand même prête pour ce match-là. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est dans la durée. S'il fait très chaud à la fin de cette semaine, si elle passe ses premiers tours, ça risque d'être un peu plus compliqué. Les feux d'artifice sont le jeudi et le dimanche maintenant à la ronde. Ouais. Mais on en a un ce soir, en fin d'après-midi, entre Bianca et Mira Andreeva. Match popcorn, match feu d'artifice, match spectaculaire après moi. Tout un deuxième tour. On a eu un petite mise à jour médicale par Valérie Tétrault sur Bianca. Elle s'est retirée du double pour protéger sa cheville. Apparemment, elle sera là. On verra sur le terrain comment ça va se passer. Si physiquement ça va tenir, mais effectivement, c'est un match-up excellent. Puis on a vu, c'est un tableau qui est compliqué pour Bianca, mais bon, elle rencontre une des meilleures joueuses au monde, Andreeva. Les gens vont avoir hâte de voir ce match-là. Oui, mais pas arriver avec de la confiance. Si la cheville tient, parce que on a la confirmation que c'était la cheville le problème. Ouais. Si la cheville tient, elle peut arriver avec la confiance dans ce match-là. Parce que Andreeva a beau être dans le top 5 mondial, à être une des meilleures joueuses cette année au monde, il reste qu'elle vient de battre une multiple championne de Grand Chelem en Barbara Krejcikova, une des meilleures joueuses de double de l'histoire du tennis. Alors, je pense que elle a raison d'avoir quelques repères là, contre Andreeva. Puis Alex, si c'est pas trop grave, s'il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de fracture, évidemment, il y a plusieurs façons pour stabiliser sa situation. Elle va être bien tapée, assurément, peut-être un peu de cortisone, on sait pas, mais bon, elle pourrait être confortable pour jouer quand même si c'est pas trop grave ce qui s'est passé lundi soir. Autre Canadienne à suivre, Mboko va affronter Sofia Kenin, l'ancienne championne de Grand Chelem. Est-ce que tu donnes une chance à Mboko dans ce match-là? Absolument. J'aime les chances de Mboko contre la 23e favorite du tournoi, Sofia Kenin. Malgré son CV qui est impressionnant, Mboko est en pleine progression. Les joueuses la rencontrent pour la première fois. Mboko veut bien faire ici. Elle n'a aucun complexe contre personne. Je m'attends encore à une victoire de Victoria Mboko. Prépare ton hymne national américain parce qu'on aura également un match spectaculaire entre Coco Gauff et Danielle Collins qui va ouvrir la soirée. Un match de deuxième tour parce que, Coco Gauff avait un bail. C'est un match qui pourrait très bien être un quart ou un demi-finale de Grand Chelem. Là. Exact. Quel deuxième tour, quelle affiche en entrée de séance ce soir, donc à 7h. Coco Gauff, première favorite contre Danielle Collins, qui performe bien dans la série américaine chaque année. Coco Gauff va en avoir pour son argent ce soir. Ça va être un très beau match. Regardons ce qui se passe du côté de Toronto. Je te parlais de Nicolas Arsenault, tantôt qui va affronter Alexei Popyrin. Un gros serveur Popyrin, champion en titre de l'Omnium Banque Nationale. Est-ce que l'histoire Cendrillon de Nicolas Arsenault pourra-t-elle se poursuivre, mon cher? Écoute, c'est un wildcard payant pour Nicolas Arsenault. Pourquoi pas? Écoute, moi, je suis toujours un peu chauvin, mais on sent que cette année, il y a une vague de joueuses et de joueurs canadiens. Puis je te l'ai dit à plusieurs fois, il y en a un ou une qui va émerger là-dedans. Et Nicolas Arsenault, pour moi, il est dans ce groupe-là. Donc, à voir ce qu'il pourra faire contre le champion 2024 à Montréal. Entrée en scène de Denis Shapovalov, joueur que j'exclus pas pour se rendre très loin dans ce tournoi-là. Connaît une saison très respectable. Denis Shapovalov arrive d'un titre à Los Cabos il n'y a pas longtemps. Tu t'attends à quoi ce soir?
Victoire de Shapovalov. Je pense qu'il arrive en pleine forme, en pleine confiance. Comme je vous dis, il est tout près de Félix. Il est une position derrière Félix au classement. Je pense que Denis peut aller très loin dans ce tournoi-là. Et je pense qu'il va dépasser Félix au classement cette semaine. C'est l'entrée en scène également d'Alexander Zverev, mais je sais qu'un match que tu vas surveiller, c'est le match Holger Rune-Mpetshi-Perricard, qui est un de tes joueurs, un des jeunes joueurs montants là, que tu aimes suivre. Ben, j'aime sa physicalité, gros service, revers à une main, protégé de Bernard Duchesneau, ancien agent de Félix et agent de Gabriel Diallo actuellement. Donc, on a un petit lien avec Mpetshi-Perricard. Contre Holger Rune qui arrive maintenant mentoré par André Agassi. Ils sont en essai jusqu'au US Open, on verra. C'est un beau match-up aussi à Toronto. Match qui ouvre la journée à Toronto. Sur le Central. Et si c'est ce match-là qui ouvre la journée, nous, on termine cette édition de Café OBN. Merci une fois de plus à Valérie Tétrault. Et comme c'est la tradition, Hugues, je vais te donner le mot de la fin. Bon tennis Alex, bon tennis tout le monde. Allez les Canadiens et les Canadiennes aujourd'hui.